Bienvenue dans Versus sur BX1. Voilà plus de 300 jours que la Belgique a voté et pourtant, elle ne tient toujours pas de gouvernement fédéral. Alors, si on essayait autre chose, si par exemple, on demandait aux citoyens plutôt qu'aux politiques de décider. Référendum, panel tiré au sort, commission mixte, des expériences ont déjà été menées ailleurs. Elles sont parfois à l'essai chez nous. Sont-elles un succès et peut-on mettre notre système politique complètement à plat? C'est notre débat aujourd'hui. Alors pour aborder la question, 4 experts aux esprits bien affûtés. Magali Plovy, vous êtes parlementaire et présidente du Parlement francophone bruxellois, une assemblée que certains veulent dépoussiérer. On verra avec vous concrètement ce que cela signifie. Marie Bodard, bonsoir. Vous représentez le mouvement citoyen Agora, qui est présent aussi au Parlement, mais qui lui veut créer des assemblées citoyennes. Vous nous expliquerez un peu en quoi ça consiste. Pierre-Étienne Van Damme, vous êtes chercheur au CEVIPOL, le Centre d'études de la vie politique à l'ULB. On verra avec vous quelles sont les expériences menées ici et ailleurs. Et puis avec vous, Thibaut Gaudin, constitutionnaliste, on se demandera si tout cela est tout simplement légal. Le roi, lui, est bien de son côté aujourd'hui. Il a consulté, il annoncera sans doute aujourd'hui ou demain la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle chargée de mission. Mais il y a ceux qui se demandent s'il n'est pas tout simplement temps de passer à autre chose. Une réforme de l'État, mais qui serait différente des précédentes. Une réforme de l'État qui serait axée sur le rôle du citoyen. Écoutez Anne-Emmanuelle Bourgault, elle est constitutionnaliste et elle s'exprimait hier lors d'un colloque au Parlement bruxellois. Cette réforme de l'État, elle doit faire ce qui avait été commencé il y a un siècle, à savoir faire une réforme de l'État qui se pose la question suivante, la place et les pouvoirs, non pas des gouvernants entre eux, mais la place et les pouvoirs des citoyens dans cette agora, dans cet État complexe qu'est le nôtre. On a tellement privilégié essentiellement une voix, à savoir la voix représentative, qu'il est temps, excusez-moi, de faire péter le champagne démocratique, et donc il faut certainement pas dans cette nouvelle voie réexclure. C'est pas ou les citoyens eux-mêmes directement, ou les associations de la société civile, c'est ensemble. Avec, j'insiste sur le fait que les associations aussi, comme nous tous, doivent aussi se poser des questions parce qu'elles peinent à non seulement encore être désirables pour les jeunes générations et pour toute une série de personnes qui sont restées en chemin. Voilà, un petit extrait d'une intervention hier de cette académique. Avec nous, Pierre-Étienne Van Damme, notamment. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment des indices objectifs, je veux dire des études scientifiques valables, qui indiquent qu'il y a un vrai rejet, ou bien c'est un sentiment qu'on a comme ça et qu'on se répète, qu'on se transmet comme une vieille recette de cuisine, avant c'était mieux? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des indicateurs du fait que les citoyens ont envie de s'investir et de faire finalement ce travail parfois ingrat de la politique? Oui, il y a des indices assez clairs qu'il y a une méfiance croissante par rapport à la fois aux élus et aux partis. Et par ailleurs, en parallèle, il y a une demande de participation qui ne vient pas de l'ensemble des citoyens, mais d'une bonne partie d'entre eux. Il y a une certaine frustration par rapport aux... Et les indices, c'est quoi? On a déjà fait des études chez nous, ailleurs, là-dessus? Il y a des sondages qui permettent d'étayer l'idée? Alors, il y a des sondages qui mesurent la confiance dans les institutions représentatives traditionnelles. Il y a l'indicateur des taux de participation aux élections. Hein. Même en Belgique, ils sont en baisse alors que le vote est obligatoire. Il y a le taux d'affiliation au parti qui est en baisse aussi un peu partout. Et ça, c'est des indicateurs assez clairs. Peut-être un mot, Marie Bodard. Votre démarche à vous, citoyenne, ça s'inscrit dans une forme de désenchantement de la politique? Oui, tout à fait. C'est un constat qu'on a fait auprès d'Agora, du fait que justement, il y avait ce désenchantement politique. Et donc, on a pris le pli de se présenter aux élections afin d'avoir un député qui... Vous avez décroché au Parlement bruxellois. Donc, vous avez un député, on a un député, Pépin Kennis, qui va représenter ce qu'une assemblée tirée au sort va lui demander d'apporter comme ordonnance. Et je crois que le symbole fort, c'est simplement qu'Agora a été élu. Et donc, un certain nombre de Bruxellois se sont dit, je préfère en fait mettre la représentation citoyenne en avant, mettre en avant ce que cette assemblée citoyenne va proposer, même si en fait c'est pas mon avis à moi, au détriment de leur opinion politique. Alors on reviendra vraiment là-dessus en détail sur ce fonctionnement des panels citoyens, mais peut-être une question à la
la politique, la vraie Magali Plovy, hein, parce que vous êtes députée et présidente. L'un ne va pas sans l'autre, si je puis dire. Pour être président d'Assemblée, il faut être député. Il faut avoir été élu aussi. Est-ce que tout le monde est capable de faire votre métier? Est-ce que tout le monde est capable de comprendre les enjeux politiques d'une région, d'un État fédéral? C'est pas donné à tout le monde. Il y a des études universitaires. On a 2 académiques ici qui, je pense, ont passé quelques années sur les bancs de l'université. Il faut comprendre le fonctionnement des institutions, les enjeux. C'est de l'économie, c'est du droit. Est-ce que vraiment tout le monde sait faire ça? Oui, je le pense. Et je pense que les nouveaux députés ils doivent aussi avoir des formations. Et quand c'est un nouveau dossier ou une nouvelle problématique, il faut s'informer et voir, entendre les associations qui travaillent sur le sujet, entendre des personnes qui sont contre ou pour une problématique. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse justement s'associer les citoyens pour qu'on puisse justement avoir des débats avec la diversité des citoyens et donc d'avoir d'autres points de vue, d'autres façons de vivre et aussi des s'ouvrir à ce que disent idées. les citoyens. Mais ça, j'entends bien. Mais est-ce que tout le monde est capable de faire un travail d'hommes et de femmes politiques? Tout à fait. Je pense pour vous, la réponse est oui. avec cette formation et avec l'information qu'on veut donner dans les commissions délibératives notamment qu'on veut mettre en place. Moi, je vais poser quand même une question. On me dit que les populismes montent et le fond commun de beaucoup de partis populistes, c'est de dire que finalement, il y a d'un côté les élites qui gardent le pouvoir entre elles et puis le peuple qui serait mal protégé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un relais de ce discours-là aussi, quand vous dites mais tout le monde peut faire ce que nous on fait et donc est-ce qu'il n'y a pas une espèce de relais de ce discours-là? Donc pas du tout, parce que je pense, et comme l'a dit Anne-Emmanuelle Bourgault justement hier, c'est lors du colloque au Parlement, c'est pas les citoyens ou les parlementaires, c'est bien les citoyens et les parlementaires et aussi les associations, les syndicats. Donc c'est vraiment retravailler tous ensemble, refaire un lien de confiance entre les citoyens et les parlementaires et vice-versa, et de pouvoir dialoguer, de pouvoir avoir de l'argumentation, de la délibération pour pouvoir arriver à une prise de décision et qu'on voit, quand on fait ce genre de méthode, notamment en Irlande, on a des décisions qui sont plus ambitieuses que quand on est uniquement entre politicien. Pierre-Étienne Van Damme, l'Irlande, c'est un exemple qui revient souvent quand on parle de situations qui sont bloquées, que les politiques ne parviennent pas à résoudre. Qu'est-ce qu'on a fait en Irlande? On a consulté sur quoi précisément et est-ce que ça a fonctionné? Donc ça a eu beaucoup d'impact puisque c'était assez spectaculaire puisqu'il s'agissait de réformer la Constitution. Et donc il y a eu plusieurs conventions citoyennes. Une première qui a fait une série de recommandations, dont la légalisation du mariage homosexuel, qui a ensuite été soumise à référendum et validée. Mais ça, c'est des choses qu'on a réussi à mettre en place chez nous, où en France, on a supprimé la peine de mort, alors que l'opinion n'y était pas favorable. Donc... Mais pensez à la division de l'opinion publique sur la question justement du mariage homosexuel en France. On peut imaginer qu'une procédure plus délibérative aurait pu apaiser un peu les esprits. Thibaut Gaudin, c'est légalement possible chez nous de mettre en place des panels. Et puis après, on se posera une question importante, je vous préviens, mais qui est celle du volet obligatoire à suivre d'un avis de panel citoyen, parce que ça coule pas de source. Mais est-ce qu'en Belgique, on a un cadre légal pour confier aux citoyens un pouvoir de décision que le politique lui concéderait? Alors, pour confier un pouvoir de décision aux citoyens, à l'heure actuelle, en Belgique, en fait, il y a un consensus parmi les juristes qui est de dire non, il n'est pas possible de confier un véritable pouvoir de décision aux citoyens, et ça ressortirait de notre Constitution, en fait, d'une combinaison de l'article 42, d'une part, duquel on fait découler le caractère représentatif du régime belge, mais aussi de l'article 33 de la Constitution qui dit que tous les pouvoirs émanent de la nation et que les pouvoirs sont exercés de la manière prescrite par la Constitution. Donc pour l'instant, il n'y a pas de base légale qui permet de donner un pouvoir décisionnel à un panel citoyen. C'est l'analyse majoritaire des juristes. Il y a toujours un ou deux contestataires, il y a toujours le village gaulois démocratique qui va un petit peu se faire entendre, mais en tout cas majoritairement, et la section de législation du Conseil d'État et la Cour constitutionnelle ne sont pas encore membres de ce village gaulois démocratique. Au Parlement bruxellois, on met en place des commissions mixtes. On est limité dans le travail, Magali Plovy, brièvement. En effet, puisque le texte que j'avais déposé au départ en 2017 allait vraiment dans les mêmes droits pour les citoyens, de prise de décision, et donc on a dû revenir en arrière, et donc il y a en effet dans le processus certains moments
où il n'y a pas la même égalité entre les citoyens et les députés. Dans le processus tel qu'il existe en région bruxelloise, à deux reprises, le Parlement peut bloquer une initiative citoyenne dans ces commissions. Alors, pour rétablir l'équilibre qui n'existe pas réellement, on a obligé de faire de la motivation de la décision des députés, donc pour permettre cette transparence et en mettant donc un nouveau équilibre par rapport à grâce à cette transparence. Alors je reviens avec une question quand même, et vous pourrez tous répondre. Mais on sait qu'il va y avoir une urgence au niveau fédéral, c'est la confection du budget. Est-ce que tout le monde est capable de confectionner ou de participer à une confection de budget d'État? Il paraît que le diable se cache dans les détails, que c'est excessivement technique, parce que si on prend un centime là, en fait, ça peut coûter des millions ailleurs. Est-ce que un budget qui est quelque chose qui requiert apparemment une administration, c'est un des ministères parfois les plus complexes à hériter, est-ce que tout le monde peut devenir une espèce de petit ministre du budget ou de petit député de la commission budget? Qui veut répondre à ça? Qui a un avis là-dessus? Je veux bien commencer. Allez-y. Lorsqu'on fait un panel citoyen, les citoyens consultent des experts. Les citoyens se voient, se revoient, et donc prennent le temps d'étudier et deviennent eux-mêmes experts, comme Magali le soulignait assez bien. Quand on arrive en politique, on n'est pas expert non plus, on se forme. Et les citoyens ont la capacité de se former. Alors, brièvement, les trois autres, vous êtes sur du même point de vue. Tout le monde peut, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, un excellent médecin ou un excellent plombier, peut devenir un excellent confectionneur de budget fédéral? Oui. On sait de l'expérience que les citoyens sont capables de s'emparer de questions difficiles si on leur laisse le temps de le faire. Maintenant, quand il s'agit de participation sur les questions budgétaires, généralement, il n'est pas question de déterminer l'ensemble du budget par le processus participatif. On réserve généralement une part à des initiatives citoyennes. Mais pour compléter, donc en effet, généralement, ce sont des partis, mais c'est vraiment très important en termes de démocratie de travailler justement sur le budget. Par contre, je pense qu'il y a des personnes qui doivent être mises en confiance et peut-être que des personnes comme des gens analphabètes qui pourraient participer à ce genre de processus, on doit pouvoir les aider à avoir l'information, alors pas par écrit justement, mais d'une autre façon. Et donc c'est un travail, un accompagnement qui est différent, mais qui justement, il serait intéressant aussi que ces personnes puissent participer. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus que ce que peuvent faire des politiques qui ont cette vocation et qui parfois ont travaillé pendant des années pour se mettre à niveau, gagner leur voix démocratiquement à leur siège? Qu'est-ce qu'un panel citoyen apporte que des politiques ne peuvent pas? On a un exemple flagrant fédéral, ça bloque, mais pour un budget par exemple. Mais donc, moi, je pense que c'est cette vision, justement, cette diversité de vues, de points de vue, d'expériences que peut-être que, justement, des députés ne connaissent pas ou moins bien. Les députés ne connaîtraient pas les expériences, on n'a pas tous toutes les expériences de personnes. Des personnes, justement, mais moi, je travaille beaucoup sur la question de la pauvreté. Je pense qu'il est intéressant, justement, de travailler avec ces personnes-là pour avoir leur point de vue et voir l'impact des mesures qu'on peut prendre parfois par rapport à leur vie. Pierre-Étienne Van Damme, on a vu que les citoyens qui étaient dans des panels, par exemple en Irlande, étaient mis au même niveau de connaissance des dossiers que les vrais parlementaires, si je puis dire. Oui, et même dans des exemples de réformes, de règles électorales assez complexes au Canada, aux Pays-Bas, on a vu qu'ils étaient capables de produire des propositions complexes. Une chose que vous dites tous les quatre, c'est que ça prend du temps. Alors, est-ce que ces citoyens qu'on tire au sort, on doit les payer? Est-ce qu'on doit les payer comme de vrais députés ou est-ce qu'on doit uniquement les dédommager parce que ce serait une espèce de sacrifice qu'on ferait auprès de la société? C'est aussi une vraie question, parce que ce que vous nous disiez, c'est que, à un moment, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et est-ce que tout le monde peut consacrer comme ça, d'abord, combien de temps à cela? Allez, on n'a pas encore beaucoup entendu Thibaut Godin. Moi, je pense que c'est un aspect fondamental. C'est un aspect qui fait parfois freiner des cas de fer aussi en disant ça va coûter beaucoup d'argent, mais je pense que c'est le prix de la démocratie au bout d'un moment. Mais est-ce que de facto, on n'écarte pas, si on demande à des gens de faire ça sur une journée de travail, les indépendants, les gens qui travaillent dans des toutes petites entreprises, est-ce que de facto on ne fait pas une sélection là aussi? Oui, ça crée une sélection sur base d'un profil socio-économique qui n'est pas forcément toujours ce qu'on recherche quand on crée des panels citoyens. Et j'ai même envie de dire que la réflexion qui est là, on l'a là maintenant pour les panels citoyens, mais il y a quelques années, au début de la Belgique, et puis à chaque fois qu'on a démocratisé l'accès au Parlement, que ce soit pour les sénateurs ou pour la Chambre des représentants, il a à chaque fois été question de savoir est-ce qu'il fallait les payer, combien il faut les payer, parce que c'est clair que si on dit à un ouvrier, à un paysan ou à un indépendant de sacrifier 3, 4, 5 journées de travail pour aller participer à des panels citoyens, c'est évident qu'on n'aura personne. Donc c'est impératif, c'est indispensable de rémunérer et de rémunérer correctement les citoyens de la même façon qu'il faut rémunérer les élus si on conserve le système, en tout cas dans le système dans lequel on vit, pour permettre d'avoir une diversité des profils socio-économiques des élus. Marie Baudard, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif chez Agora dans votre projet. Est-ce que les citoyens que vous avez tirés au sort parce que vous menez une initiative
En ce sens-là, est-ce qu'ils vont avoir un jeton de présence, si je puis dire? Oui, tout à fait. Combien? Ils sont dédommagés. Pour l'instant, on leur verse 70 € par jour, ce qui n'est pas énorme. Ça leur fait à la fin du mois moins qu'un parlementaire. Non, parce que c'est 10 samedis par an. Alors ça fait beaucoup moins qu'un parlementaire. Si c'est 4 jours de travail. On l'a fait un samedi justement pour avoir le plus de personnes possible. On a mis des crèches en place pour justement être sûr d'inclure une série de personnes. Mais donc du coup, vous intégrez la notion financière. Oui. Dans les commissions mixtes que le Parlement va mettre en place, Magali Plovy, on prévoit quelque chose aussi? Alors c'est prévu. Maintenant, on doit encore trancher cette question de quel montant, comment, mais c'est sûr que c'est dans les prochaines semaines qu'on doit trancher ça, mais c'est sûr que les bonnes conditions d'accès justement et de pouvoir participer sont fondamentales. Et c'est vrai que le temps, vous le disiez, c'est pour moi une vraie limite si on veut aller plus loin dans les processus participatifs. Et donc c'est pour ça que je plaide vraiment pour qu'on fasse une avancée au niveau fédéral sur les congés politiques, voire aussi, alors plus largement, sur les réductions collectives du temps de travail. Un élément qui ressort aussi souvent, et c'était assez frappant pendant la crise des Gilets jaunes, qui a tout petit peu pointé son nez en Belgique, mais beaucoup moins qu'en France, c'était l'idée que finalement, ces mouvements citoyens, ils ne doivent pas dépendre du pouvoir politique, parce que sinon, ils vont correspondre à des codes, à des règles, dans lesquelles peut-être que le citoyen le plus revêche ne se retrouvera pas. Alors, est-ce que finalement, on n'est pas aussi un petit peu, si on crée un cadre légal, en train de s'accaparer une forme de révolution qui ne veut pas forcément couper des têtes, mais qui est un mouvement citoyen? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de biaiser quelque chose, là, quand les politiques mettent eux-mêmes sur la table des propositions? On a beaucoup entendu Magali Plovy. Qui d'autre voudrait réagir là-dessus? Marie Baudard et puis... Dans Agora, en tous les cas, on a mis en place ce panel de citoyens tirés au sort. Pour l'instant, c'est hors du Parlement. Oui. Et c'est une manière d'intégrer la vie des citoyens dans le Parlement. J'ai pas le sentiment que... je pense qu'il faut Est-ce que vous serez pas... Je vais être cash. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être à un moment donné corrompu par le système si vous êtes encadré et créé par le système? Mais c'est la fameuse question de l'entrisme. Est-ce qu'il faut entrer dans le système pour le changer? Visiblement, chez Agora, c'est pas encore tout à fait tranché comme position. Peut-être Pierre-Étienne Van Damme. Oui, mais votre question donne une image du système comme complètement corrompu ou corrompant. Alors je fais un peu le mauvais flic aujourd'hui. Mais... je comprends bien pourquoi. Mais donc voilà, ce serait regrettable que ces deux mondes, le monde politique institutionnalisé et le monde des mouvements sociaux spontanés, ne communiquent pas du tout, parce qu'alors finalement cette frustration exprimée dans les mouvements sociaux ne trouve aucun débouché politique, et ça a été un peu le cas avec la crise des Gilets jaunes, et ça fait que la frustration va rester. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qui pourrait être mis en place assez rapidement dans le cadre légal actuel comme commission participative qui aurait vraiment un poids? Alors on a entendu dans la bouche de Thibault Gaudin qu'on ne peut pas donner un caractère délibératif. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a les commissions mixtes au Parlement bruxellois. Oui. On ne parle pas du tout du référendum, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose qui vous emballe. C'est pourtant ce qu'il y a de plus large même qu'un groupe de quelques citoyens qu'on tire au sort sur le référendum. Qui aurait une idée? Mais dans le référendum... Vous n'êtes pas favorable au référendum chez Agora? Un des dangers, c'est que les gens restent dans leur bulle. Déjà, le choix de la question est fait par les politiques. Et puis, c'est ce qu'on voit dans la société actuelle avec les réseaux sociaux. Chacun reste dans sa bulle. Ce qu'on fait avec les panels citoyens... Donc un référendum, c'est la même chose qu'élire un parlement pour vous? Les gens se rencontrent et délibèrent et confrontent leur avis. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment comme ça qu'on peut avoir un avis construit. C'est fondamental, oui. Et alors, après, on peut imaginer de travailler sur, imaginons par exemple une commission délibérative qui fait des propositions, qui aboutit à 5-10 propositions, et qui le soumettrait par exemple à un référendum. Et alors là, on peut travailler... Mais vous voyez, il y a quand même une espèce de paradoxe. Vous voulez tirer au sort quelques citoyens pour améliorer la démocratie, mais vous ne voulez pas qu'on interroge tous les citoyens. Est-ce que... Non, parce qu'il manque dans ce processus-là la délibération, l'argumentation. Mais par contre, ce qui est important, c'est le lien
que justement les médias peuvent faire entre la commission délibérative et les citoyens tirés au sort et l'ensemble des citoyens qui peuvent suivre les débats, qui peuvent mener eux-mêmes les débats. Et dans ce cadre-là, alors, peut-être qu'un référendum, c'est ce qui s'est passé aussi en Irlande, alors, est basé sur quelque chose qui a été porté par l'ensemble de la société, où il y a eu des débats à différents niveaux. On va vous écouter sur les référendums dans les pays où on les pratique, mais peut-être, Thibaut Gaudin, en Belgique, les référendums, c'est pas quelque chose de si évident à mettre en place. C'est la seule fois qu'on l'a fait, d'ailleurs, ça a fait des débats. C'est-à-dire que d'une part, puisque le référendum a pour vocation de faire... Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a un cadre? Non, c'est ça. C'est dans la mesure où il y a une décision qui doit être prise par l'ensemble de la population. À l'heure actuelle, la majorité des juristes, donc on a encore une fois un village gaulois, mais la majorité des juristes disent non, c'est pas possible, parce que les décisions doivent être prises par le Parlement. C'est comme ça que la Constitution le prévoit. Et effectivement, on a en Belgique un souvenir un peu traumatisant, alors ce qui n'était pas un véritable référendum, mais c'était une consultation populaire. Et on se demandait d'ailleurs à l'époque si on devrait ou non suivre l'avis, et il n'a formellement pas été suivi. Il n'a pas été suivi. Il a été suivi dans un premier temps, et puis le roi s'est effectivement retiré. Je vous coupe, mais c'est parce qu'on avance, et je veux entendre Pierre-Étienne Van Damme sur les pays où on pratique les référendums. Alors on cite souvent la Suisse en exemple, là-bas on vote 4 fois par an, mais même plus près d'ici, la Grande-Bretagne, elle a voté Brexit. Est-ce que les gens sont mécontents de leurs résultats? On n'a pas l'impression, finalement, ils ont quand même confirmé leur Premier ministre. Oui, mais on discute toujours de cet exemple-là qui a frappé les esprits, mais je pense qu'il ne faut pas voir le référendum comme une forme unique. Il y a différentes manières de faire un référendum. Déjà, c'est très différent quand l'initiative est citoyenne, et donc on évite que le référendum tourne au plébiscite par rapport au gouvernement en place. Et puis on peut essayer de rendre aussi le référendum plus délibératif, comme ça se fait dans différents États des États-Unis, notamment en Oregon, où il y a un panel citoyen qui prépare un peu la question, qui approfondit la question qui va être posée ensuite à l'ensemble de la population et qui envoie ses recommandations à l'ensemble de ceux qui votent. Alors, peut-être que le roi nous regarde en ce moment, non, parce qu'en fait, il est en train de mener des consultations, mais il regardera sur bx1.be le replay de l'émission. Avant ça, je vais vous poser à vous une question. Si vous étiez roi, qu'est-ce que vous proposeriez, roi ou reine, pour sortir la Belgique de la crise? Jingle. Allez, à tout seigneur, tout honneur, Magali Plovy, qu'est-ce que vous proposeriez pour sortir de la crise? Donc je pense qu'on ne doit pas avoir peur des citoyens pendant les élections, et donc il ne faut pas en avoir peur non plus après ou pendant, en dehors des élections. Donc faire des assemblées, moi je pense, citoyennes notamment, ou en tout cas des processus pour vraiment associer les citoyens par rapport à la Constitution, par rapport à nos règles de vie, par rapport aux liens qu'on peut avoir de part et d'autre. Donc des assemblées citoyennes au fédéral pour sortir la Belgique de l'ornière. Et une discussion avec tout le monde. Il nous reste 2 minutes. Marie Baudard a peut-être une proposition. Vous soulignez le problème de temps. Entre les élections et maintenant, Agora a mis en place des assemblées tirées au sort. Il n'y a pas encore de gouvernement. Donc on serait ravis d'être invités par Philippe pour lui montrer notre expertise dans le domaine et mettre en place une assemblée tirée au sort. L'invitation est lancée. Thibaut Gaudin, vous proposeriez, vous, comme constitutionnaliste? Je ne vais pas être très original, mais je vais reprendre la formule proposée par Anne-Emmanuel Bourgault et de dire qu'il faut se lancer dans une réforme de l'État citoyenne. Ça fait des décennies que les réformes de l'État et les réformes de la Constitution ont été accaparées par des questions de tuyauterie institutionnelle, en fait. Il est peut-être temps de laisser notre fédéralisme un peu se développer et vivre ses beaux jours et de se réintéresser à des dispositions de la Constitution qu'on n'a plus ouvert à révision depuis des années et d'essayer de réenchanter la démocratie en s'attaquant... Vous faites partie du village gaulois du juriste qui veulent toucher à la Constitution. Et peut-être le dernier mot pour Pierre-Étienne Van Damme. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, le politologue? Allez, j'ose. Pourquoi pas imaginer une convention citoyenne sur la question communautaire, sur le modèle fédéral qu'on souhaite, en amenant vraiment les différentes communautés linguistiques à se mettre autour de la table, donc des citoyens de ces différentes communautés, à discuter ensemble et faire des recommandations pour l'ensemble de la population. Allez, merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus pour échanger à propos des nouvelles formes de démocratie. Sont-elles une piste de sortie de la crise? La semaine prochaine, pas de Versus pour cause de congé de carnaval. On se retrouve donc dans 2 semaines avec d'autres questions et d'autres thèmes. À bientôt.